Bonjour à tous, bienvenue pour la quotidienne du 4 mai. Au sommaire aujourd'hui, on reviendra sur le Conseil de Nyon. On vous parlera notamment de la transition énergétique. On donnera également la parole à la conseillère d'État, Christelle Luisier-Brodard, pour revenir sur cette fameuse affaire dont tout le monde a parlé. Élise Beukel pouvait-elle, oui ou non, assister à la séance? Ensuite, on s'intéressera à votre porte-monnaie et notamment aux impôts, ceux de bassin et ceux de Coppet. On passera au sport, on donnera la parole aux stadistes et au stade nyonnais. Enfin, on terminera en danse, une danse particulière, la danse hongroise. De ton côté, Alexandre, où est-ce que tu nous emmènes aujourd'hui ? Salut Andrea, eh bien je suis à Rolle devant le Rosé Concert Hall où se déroule toute la journée la visite du Conseil d'État vaudois au complet. C'est la traditionnelle visite dans le district de Nyon. Alors les conseillers d'État vont visiter toute la journée des entreprises et des lieux emblématiques du district. Et puis a lieu, au moment où je te parle, eh bien, une cérémonie officielle qui a pris un petit peu de retard, ce qui fait que j'ai dû avoir au micro Madame Christelle Luisier-Brodard en coup de vent juste avant la cérémonie, mais pour lui poser quand même quelques questions et lui demander une réaction par rapport à ce qu'il s'est déroulé au conseil communal de Nyon lundi soir avec Élise Beukel qui a été mise dehors du conseil communal. Elle revient sur cet incident et nous explique ce qu'il s'est réellement passé avec la version du Conseil d'État. Regardez les images. Madame Luisier-Brodard, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Nyon Région Télévision. On va revenir sur l'incident qui a eu lieu au conseil communal de Nyon lundi soir. La municipale suspendue, Élise Beukel, a été mise sur le côté. On va dire, on l'a poussée dehors de ce conseil communal. Finalement, on a appris de votre part, de la part du Conseil d'État, qu'elle était dans son droit en tant que citoyenne d'assister au conseil communal malgré sa suspension en tant que municipale. Qu'est-ce qui s'est passé et à qui la faute? Bon, alors je crois qu'il ne sert à rien de chercher vraiment les responsables. Aujourd'hui, il faut aller de l'avant. Simplement, dans la décision du Conseil d'État, il est indiqué que Mme Beukel est suspendue dans ses fonctions municipales et aussi par rapport à sa participation au Conseil communal. Mais évidemment qu'il s'agit d'une participation S-fonction. Il ne s'agit pas d'interdire à une personne, que ce soit Mme Beukel ou une autre, de participer dans le public et donc non pas comme municipale. Mais excusez-moi de le dire, mais peut-être que le texte n'était pas assez clair puisqu'on disait qu'elle n'avait pas le droit d'assister aux séances de municipalité et au conseil communal, mais en tant que municipale, mais il n'était pas spécifié en fait qu'elle pouvait assister en tant que citoyenne. Je peux comprendre l'incompréhension. En fait, mais de notre côté, au niveau de l'État, il a toujours été question de traiter du cas de Mme Beukel et de la municipalité par rapport à sa fonction. Et donc, c'est toute la décision qui ne traite finalement que de sa fonction et de ses représentants en tant que municipal. Maintenant, donc, on peut que regretter cette erreur d'interprétation. Voilà, erreur d'interprétation. Donc la faute, on va dire, est partagée. Hein, dans ce cas-là, on le comprend. Quelles sont est-ce qu'il y aura des répercussions sur ce conseil communal ou pas? Non, alors il n'y a aucune répercussion sur le conseil communal en termes de validité, par exemple, du conseil. Donc c'est simplement aujourd'hui quelque chose qu'il faut, retravailler si l'aventure, cette situation se reproduise. Et où en sommes-nous, justement, dans la suspension de la municipale Élise Beukel? Où en sommes-nous dans l'avancée de ce dossier, dans la prise de décision du Conseil d'État? Alors, le Conseil d'État a pris sa décision. Aujourd'hui, la problématique est portée devant les tribunaux. Et c'est donc auprès de l'autorité judiciaire que le dossier est maintenant confié. Enfin, c'est à l'autorité judiciaire que le dossier est confié. Et c'est donc de leur côté qu'on en attend une décision. Et donc la réponse, quand est-ce qu'on peut l'attendre, à savoir si Mme Beukel pourra reprendre ses fonctions ou non? Alors ça, c'est vraiment aux mains de la justice. Donc je ne peux pas répondre pour l'autorité judiciaire, mais évidemment que nous espérons une décision rapide. Donc elle est suspendue jusqu'à fin juin, hein, corrigez-moi si je me trompe. S'il n'y a pas de la décision devrait être prise avant fin juin. C'est vraiment ce que nous espérons, parce que sinon ça nous pose un problème par rapport aussi à son recours. Ouais, qu'est-ce que ça voudrait dire s'il n'y a pas de décision qui est prise? Ça voudrait dire que la suspension serait prolongée? Alors, ce n'est pas du tout automatique. Donc, dans tous les cas, cette question se reposera au Conseil d'État pour voir s'il y a lieu de prolonger ou non cette suspension. Mais il n'y a pas à ce stade de prolongation automatique qui s'appliquerait comme ceci.
vous remercie beaucoup, Madame Lisier-Brodard, de m'avoir accordé cette interview. Bonne journée. Avec nous sur le plateau, le municipal en charge de l'environnement, des énergies et des affaires régionales pour la ville de Nyon. Pierre Valane, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors on vient d'entendre la conseillère d'État dire que c'est une erreur d'interprétation aujourd'hui, qu'elle mette ce mot-là sur les faits, sur ce qui s'est passé. Est-ce que ça soulage la municipalité ? La municipalité n'a pas à être soulagée. Il faut savoir que le conseil communal se tient sous la responsabilité de la présidente et du bureau du conseil et que la municipalité n'intervient pas dans le déroulement du conseil communal. Ce n'est pas la municipalité qui a demandé l'expulsion d'Élise Beukel et donc la municipalité n'a pas à se prononcer sur le déroulement du conseil communal. Donc non, pas de soulagement pour la municipalité, mais plutôt, j'imagine, pour la présidente du conseil. Ouais, ce qu'on a vu, c'est que le syndic a informé la secrétaire. La secrétaire a ensuite relayé le message à la présidente du conseil. Et s'en est suivi les images qu'on a vues. Aujourd'hui, quand on a vu finalement toutes ces images, tout le monde en a parlé dans la presse. Il y a eu pas mal de commentaires. Durant le conseil, on a entendu également, il faut appeler la police. Personne n'avait l'impression de savoir vraiment quoi faire. Comment on l'explique ? Ça veut dire quoi ? Que la municipalité n'avait pas anticipé cette situation-là ? Mais je le répète, la municipalité est invitée du conseil communal. Donc ce n'est pas à la municipalité d'organiser les séances du conseil communal, et c'est au bureau et à la présidence du conseil communal de préparer les séances du conseil et de les organiser et de prendre les dispositions qu'elle estime nécessaire de voir prendre à un moment ou à un autre. Oui, en sachant que Élise Beukel était suspendue, que ça pouvait arriver qu'elle se présente, est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu justement préparer et anticiper cette situation-là ? Mais une fois encore, c'est les pouvoirs, c'est la séparation des pouvoirs. Vous avez le législatif qui est le conseil communal, l'exécutif qui est la municipalité, et il y a une séparation entre deux, et la municipalité, encore une fois, n'a pas à intervenir dans les préparations des séances du conseil communal. Ouais, je vais insister un peu, parce que quand on voit qu'il y a toute cette crise, quand la municipalité a vu finalement que personne ne savait quoi faire, est-ce qu'il ne fallait pas justement reprendre les choses en main et clarifier la situation ? Mais je ne crois que ce n'était pas du tout la position de la municipalité de le faire à ce moment-là. Le conseil communal, c'est la présidente, c'est la vice-présidence, c'est le bureau qui l'accompagne, et c'est à eux que revenait de prendre ces décisions. Et c'est à ce bureau et à cette composition et qui est revenue l'interprétation de la décision du Conseil d'État. Mais la municipalité n'avait pas à intervenir dans ce débat. On lui aurait sans aucun doute reproché, et a raison. Ouais, vous sous-entendez donc que finalement l'erreur est à la faute au Conseil ? La conseillère d'État vient de le dire, c'est une interprétation et j'ai lu la presse ce matin, visiblement ce texte, il peut porter à des interprétations différentes. Alors, il y a une interprétation qui a été faite, qui n'était vraisemblablement et visiblement pas la bonne, mais je ne crois pas qu'on peut le reprocher à la présidente ou au bureau du conseil communal. Oui, affaire à suivre. Donc, on va passer justement à l'autre point qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la transition énergétique. Là aussi, il y a eu un vif débat, un débat d'1 heure, puisque il a été demandé au Conseil un crédit de 140 000 francs pour la création d'un poste de délégué aux énergies à 100% au service industriel qui a été accepté donc lors de ce Conseil. Alors, voilà. De nouveau, là, ça a pas mal fait débat, 1 heure de débat. Il y a eu également un amendement, la demande d'un référendum spontané. Mais pour clarifier peut-être les choses, à quoi sert la création de ce poste de délégué ? Alors effectivement, c'est un préavis qui était extrêmement important, qui était un peu occulté compte tenu de ce qui vient d'être rappelé à propos de l'ouverture de cette séance. Un objectif fondamental, c'est d'accompagner la population de Nyon, les Nyonnaises et les Nyonnais, dans la transition énergétique. Et pour ce faire, la municipalité estimait qu'elle avait 2 moyens d'action. Le premier, c'est d'augmenter la taxe qui existe d'ores et déjà sur l'électricité et qui permet d'alimenter un fonds que l'on appelle 3ER, qui sont, le nom est toujours un peu, qui est pour l'efficacité énergétique et la promotion des énergies renouvelables. Donc on va augmenter cette taxe sur le prix de l'électricité, ça va permettre d'alimenter ce fonds. Et tout l'argent qui va venir dans ce fonds permettra de financer des projets des Nyonnaises, des Nyonnais qui sont en route pour la transition énergétique. C'est-à-dire pratiquement subventionner la pose de panneaux photovoltaïques, subventionner le changement d'une pompe, le changement
d'une chaudière à combustible fossile contre une pompe à chaleur, toute une série de dispositions qui permettra de réduire nos dépendances aux énergies fossiles et de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Ouais, la municipalité prévoit de quadrupler ces taxes. Forcément, c'est toujours le nerf de la guerre, l'argent. Mais pourquoi, quand on sait que ça représente 1 point d'impôt communal, on peut se poser la question, c'est évidemment beaucoup d'argent. Pourquoi quadrupler ? Alors aujourd'hui, la taxe qui alimente ce fonds est de 0,5 centimes. La proposition, c'est de la passer à 1,9 centimes. Ça représentera sur le prix final de l'électricité une hausse d'entre 5 et 6%. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette décision du conseil communal n'oblige pas la municipalité à atteindre directement le maximum. Donc on peut y aller progressivement. Le projet de la municipalité, c'est d'augmenter progressivement pour entrer en force de manière progressive. Et ça nous paraît... Il faut dire aussi que cette taxe, et contrairement au point d'impôt que vous avez évoqué tout à l'heure, il permet d'alimenter un fonds et qui est redistribué en très grande majorité directement aux Nyonnais et aux Nyonnaises qui passeront à l'action. Ouais, c'est là où on peut avoir du mal à comprendre et là aussi où il y avait des inquiétudes du côté du Conseil, c'est que certains conseillers estiment que cette augmentation n'est pas équitable car les consommateurs devront tous payer 4 fois plus, quel que soit leur pouvoir d'achat. C'est vrai, sauf qu'il faut rajouter tout de suite derrière, c'est que par exemple, nous avons déjà développé et nous allons pouvoir augmenter la cadence un programme qui s'appelle Union et qui permet, en visitant les foyers des Nyonnaises et des Nyonnais, de réduire la consommation de ces foyers en proposant des changements d'ampoules, en proposant des systèmes qui permettent d'éviter que toutes sortes d'appareils soient en veille toute la nuit, mais pour les couper. Et ces économies là qui paraissent peu de choses, seront et peuvent être équilibrées par l'augmentation de la taxe. Donc il y a aussi dans la taxe l'incitation à économiser l'énergie. Et si je suis capable chez moi d'économiser 5% de cette énergie-là, ça me permettra de financer la taxe sans hausse à la fin du mois. Ouais, vous avez mentionné tout à l'heure les solutions, vous avez mentionné les panneaux photovoltaïques, on peut parler du chauffage à distance, toute une série de mesures qui sont mises en place à la ville de Nyon. On peut parler également du gaz. C'est vrai que avec la guerre en Ukraine, la volonté politique en Suisse, c'est évidemment de réduire la dépendance aux énergies fossiles qui proviennent de la Russie. Mais est-ce que les services industriels de la ville de Nyon peuvent réellement se passer du gaz russe ? Tout d'abord, je veux dire que nous avons énormément de chance, c'est un débat il y a quelques années, d'avoir aujourd'hui en main de la ville les services industriels et qu'ils vont pouvoir jouer un rôle déterminant dans la transition énergétique et en devenant des distributeurs de chaleur et aussi des producteurs d'énergie. On ne peut pas, je l'ai rappelé au Conseil parce qu'il y a eu une question lundi soir, les services industriels ne s'alimentent pas de gaz russe. Les services industriels passent par une société qui est chargée pour l'ensemble de la Suisse d'acheter du gaz qui elle-même se fournit en Europe. Donc on ne maîtrise pas d'où vient la provenance du gaz. Aujourd'hui, on sait que dans la Suisse orientale dans laquelle nous sommes, c'est environ 25% de gaz qui provient de Russie. Ce que vous avez rappelé durant le Conseil, c'est que vous ne pouviez pas taxer le gaz. Alors non, on ne peut pas taxer le gaz parce que le taxe est taxé, mais par la Confédération. On ne peut pas taxer le gaz. Mais vous l'évoquiez tout à l'heure, le réseau des chauffages urbains que l'on souhaite installer à Nyon, qui fera l'objet d'un préavis qui sera déposé à la fin du mois de mai et qui sera alimenté dans un premier temps avec une chaudière à plaquettes et dans un deuxième temps, on le souhaite très ardemment, avec la géothermie. Vous savez qu'en ce moment à Vinzelles sont faits les premiers forages pour s'assurer qu'on trouvera bien de l'eau à 80 degrés quelques milliers de mètres sous nos pieds. Donc l'objectif à terme, alors il faudra quelques années pour le mettre en place, c'est de produire à Nyon de l'énergie complètement renouvelable qui nous permettra d'une part d'assurer une stabilité des prix de cette énergie et par ailleurs de réduire nos émissions de gaz à effet de serre et ensuite nos dépendances à l'étranger. Donc c'est un grand projet que l'on entreprend ici. Et un des moteurs de cette transition, c'est la population que l'on doit prendre avec. Et c'est justement, comment l'inclure ? Parce que la population n'a peut-être pas les moyens, tout le monde n'a pas les moyens d'installer des panneaux photovoltaïques chez soi. C'est l'inquiétude aussi des conseillers, on peut le comprendre. Comment l'inclure dans cette transition énergétique ? Alors ça sera une des tâches du délégué aux énergies que l'on va pouvoir, grâce à ce vote positif, engager. C'est de trouver des manières de prendre avec la population. Par exemple, il y a des exemples
exemples de prêts de citoyens qui ont permis de payer des installations photovoltaïques de grande ampleur. Il y a la possibilité de faire des commandes groupées pour des panneaux photovoltaïques qui permettra de baisser le prix de ces panneaux. Donc toute une série de mesures qui permettront d'embarquer avec nous, et on en a absolument besoin, parce qu'une des clés, évidemment, c'est d'une part l'action politique, mais c'est aussi l'action citoyenne, pour que chacun entre dans ce mouvement que l'on veut accélérer et que l'on pourra accélérer grâce à cette taxe qui sera un peu augmentée. Chacun a son rôle à jouer. Pierre Valade, municipal en charge de l'environnement, des énergies et des affaires régionales pour la ville de Nyon. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Très belle journée à vous. Merci à vous. On passe aux impôts. À Bassin, la municipalité et le comité partisan pour la hausse d'impôts ont proposé mardi soir une séance d'information à la population. Malgré le refus du comité référendaire d'y participer, 2 de ses membres étaient présents et ont pu poser la question en tant que citoyens. Alors qu'en ont pensé les Bachenards? La réponse en images. Quel est l'argument et comment convaincre les citoyens qu'aujourd'hui il est nécessaire d'augmenter les impôts à Bassin? La nécessité, elle se matérialise par le fait que, budgétairement parlant, sans cette hausse d'impôts, on a un équilibre, on n'a pas de marge de manœuvre. On voit que les infrastructures sont en train, pour certaines, à se délabrer, mais pour le reste, il va falloir prévoir l'avenir. La municipalité souhaite réduire sa dette pour pouvoir, à moyen long terme, avoir un peu plus de marge de manœuvre. Qu'est-ce que vous avez pensé de la séance de ce soir? Moi qui fais partie du conseil et qui était aussi partie prenante du bulletin de vote, je suis très heureuse parce que je trouve qu'enfin les chiffres sont transparents, les Bachenards peuvent s'investir ou pas dans cette votation. Ce soir, ils ont eu la possibilité. Il y a eu beaucoup de personnes que je ne connaissais pas de la commune, donc je suis très heureuse. En fait, je trouvais que c'était très constructif. Ça n'a pas répondu à mes questions dans la totalité parce qu'on est toujours dans le flou par rapport à cette dette scolaire. Certains prétendent qu'elle ne devait pas faire partie de l'endettement de Bassin, d'autres qu'au contraire, elle est totalement intégrée dans notre endettement. Donc je suis un petit peu indécis. Intéressant, mais j'aurais préféré un débat pour avoir les deux positions. C'est vrai que c'était bizarre ce rapport avec des gens derrière qui lancent des trucs sans donner. On aurait aimé voir leurs explications, leurs chiffres peut-être, s'ils sont différents. C'est le seul regret qu'on a. Un mot sur cette séance. Aujourd'hui, 6 membres du comité partisan étaient présents. Le comité référendaire, lui, n'a pas voulu assister à cette séance d'information. Il était pourtant présent dans la salle 2 personnes qui ont pu poser leurs questions en tant que citoyens. Vous ne regrettez pas finalement qu'il n'y ait pas eu de débat en tant que tel? Alors, pas forcément. Ils sont venus poser leurs questions en tant que membres citoyens de Bachenard. Ils avaient le droit. Malheureusement, pour différents agendas, ce débat n'a pas pu avoir lieu. Ils sont venus, ils ont posé des questions, ils ont permis de nourrir aussi ce débat. Le citoyen Bachenard doit prendre sa décision et on l'invite à aller voter sur cet objet qui est très sensible. Mais on le sait, c'est jamais populaire une hausse d'impôt. Vous savez ce que vous allez voter le 15 mai prochain? Oui, tout à fait. Ce sera quoi votre réponse? Ça sera un refus de l'augmentation des impôts. Pas encore défini, non. Non, pas encore. Moi, je vais suivre de toute façon l'augmentation. Résultat le 15 mai prochain. Même question pour Copec. Quel sera l'avenir financier de la commune? Le 15 mai, les compétents devront répondre à la question suivante. Acceptez-vous la décision du conseil communal du 27 septembre qui a accepté le préavis concernant l'arrêté d'imposition pour l'année 2022? On en parle avec nos 2 invités. Laurence Bory, bonjour. Vous êtes la présidente de l'entente communale de Copec. Éric Charlot-Valdieu, bonjour. Vous êtes vice-président de l'entente communale de Copec. Bonjour à vous. Merci beaucoup d'être avec nous. On précisa que le comité référendaire n'a pas accepté de nous rejoindre sur le plateau et n'a pas accepté non plus de participer à un débat. Alors, pour rappel des faits, en septembre 2021, la municipalité a proposé au Conseil une augmentation de 6 points de l'impôt communal pour 2022. La Commission des finances estimait qu'une augmentation de 8 points était nécessaire. Le Conseil communal l'a suivi et a approuvé le préavis amendé par 45 voix
pour, 12 contre et une abstention. Par la suite, un comité référendaire s'est opposé à cette décision et s'est constitué. Résultat donc le 15 mai prochain. Vous êtes donc là avec nous pour nous convaincre. Pourquoi augmenter ces impôts et pourquoi accepter cette augmentation de 8 points? Écoutez, on le fait parce que c'est nécessaire. On ne le fait pas pour le plaisir. Je crois que personne n'a envie d'augmenter les impôts. Mais quand il faut le faire, il faut le faire. Et là, on n'a plus le choix. Comme on l'a signalé dans le tout ménage qu'on a adressé à tous les habitants de Coppet pour qu'ils sachent un petit peu quelle était la situation réelle, quand on encaisse 100 francs d'impôt communal, 85 francs repartent au canton. Il ne reste que 15 francs pour la commune. Donc, ça n'est plus gérable. Et cette facture sociale cantonale augmente chaque année. Donc, les fonds à disposition de la commune diminuent. Et si on veut continuer à donner les prestations qu'on donne actuellement, il n'y a pas de miracle. Il y avait des réserves, ce qui a permis de tenir pendant un certain nombre d'années. Les réserves sont épuisées. Aujourd'hui, il n'y a plus d'argent du tout. Donc, on se retrouve dans une situation où la commune devra emprunter pour payer les charges courantes. C'est pas bon. C'est pas bon pour nos enfants et c'est pas bon en général. C'est pas légal non plus. On doit... Ce que vous nous dites, c'est qu'il y a finalement urgence, mais 8 points d'impôt supplémentaires, c'est quand même énorme. C'est la plus grosse somme demandée dans le district de Nyon. C'est un gros effort qu'on demande à la population. On sait qu'on aurait pu passer peut-être plus facilement avec juste 6 points. Martin Steib, à l'inverse, justement, du comité référendaire, admettait que si c'était juste 6 points, il l'aurait accepté. Écoutez, ça, c'est ce qu'il dit. Maintenant, entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, il y a déjà certaines différences. D'autre part, la Mais sachant finalement qu'un référendum, c'est toujours une grosse machine à dire non, que finalement, on sait que la population a toujours du mal à accepter une augmentation d'impôts. Est-ce qu'il n'aurait pas mieux fallu, justement, se mettre tous d'accord et voilà, on passait avec 6 points d'impôt? Alors, la municipalité a demandé au Conseil d'approuver une hausse d'impôt de 2 points il y a 3 ans. Donc déjà, elle prévoyait cette situation et malheureusement, cette hausse d'impôt a été refusée. Alors, je dis malheureusement, oui, parce que je suis pour, évidemment, la hausse d'impôt, mais elle a été refusée à 0 voix près, c'est-à-dire qu'il y avait 20 pour et 20 non. Donc, ça n'est pas passé. Deuxièmement, il faut savoir que la municipalité a demandé une hausse d'impôt de 6 points lors de son projet, de son rapport, et que c'est la commission des finances du conseil communal qui, elle, a dit « Attention, 6 points, ça ne suffit pas. Vu l'état des finances de la commune, il faut au minimum 8 points pour que la commune puisse rester à flot pendant les quelques années qui vont venir, en attendant que le système change et que donc les finances de Coppet deviennent à zéro, soit rééquilibrées. Laurence Bory, est-ce que finalement Coppet vit au-dessus de ses moyens? Non, alors je crois qu'il faut... Comme je vous l'ai dit, on a 15% de l'impôt communal pour faire tourner la commune. C'est une grande commune. Il y a plus de 13 km de routes qui sont entretenues par la commune. On a, contrairement à beaucoup des communes qui nous entourent, plusieurs commerces, beaucoup de frais, beaucoup de gens. Prenez l'exemple du port et du bord du lac. Il est pris d'assaut, ce qui est très bien tous les week-ends, mais ça veut dire qu'il y a des employés communaux qui travaillent samedi, dimanche compris, et qui sont là pour nettoyer, entretenir et faire. Alors, bien sûr qu'on peut réduire les choses, mais si on réduit les choses, ça va être une catastrophe, et ce sera de toute manière pas suffisant. Et ce qui, moi, me désespère, c'est qu'avec une hausse qui va être, je dis pas non perceptible pour les gens, mais qui est très raisonnable dans leur porte-monnaie. Raisonnable, c'est quand même 8 points d'impôt. Qu'est-ce que ça représente justement 8 points d'impôt. Alors voilà, nous, on a fait le calcul. Alors pour une personne seule qui a un revenu de 50 000 francs, c'est 278 francs de plus par an. D'accord ? Si c'est une famille avec 4 enfants et qui a un revenu de 100 000 francs, c'est 494 francs par an. Sous ces impôts, en fait, la hausse, les gens la payent déjà sans le savoir parce qu'elle est comprise dans les acomptes qui ont été envoyés. Donc, la plupart des gens, il ne va pas y avoir une hausse par rapport à ce que les gens payent maintenant, ils le payent déjà. Ouais. À l'inverse, si on n'accepte pas cette hausse, qu'est-ce que le citoyen va perdre, selon vous ? Alors, le citoyen va perdre déjà... si la municipalité est obligée de faire de gros efforts financiers pour éviter d'emprunter des sommes monstrueuses, il y aura une perte de service que la municipalité ne pourra plus fournir aux citoyens.
Une perte de personnel, certainement aussi, des licenciements obligatoires sur les personnes qui sont employées par la municipalité. Mais selon les référendaires, pardonnez-moi, les dépenses de la municipalité sont inutiles, sont jugées futiles, c'est-à-dire qu'elles se payent des luxes. Qu'est-ce que vous répondez ? Alors, je réponds qu'il y a derrière les dépenses de la municipalité, il y a un conseil communal qui est là pour à la fois gérer les dépenses de la municipalité, les contrôler, les superviser, les accepter ou les refuser. Ce conseil communal, il n'existe pas depuis hier, il est là depuis longtemps, il surveille les dépenses de la municipalité depuis déjà des années. Il a refusé certaines demandes de la municipalité, il en a accepté d'autres. Et donc, ce n'est pas la municipalité qui décide, c'est le conseil qui décide finalement. Et ce conseil, il est formé par des citoyens qui sont acceptés et comment dit-on, élus par la population. Très donc, juste. Laurence Bory, pour terminer, comment s'est passée cette campagne pour vous ? Écoutez, il n'y a pas eu de campagne puisqu'on n'a pas eu d'opposants. Mais ce que je voudrais dire, on sait que c'est à peu près impossible de s'opposer à un référendum. Mais quand vous faites le calcul, vous voyez les référendaires qui vous disent il est impératif que la commune trouve d'autres sources de revenus, même s'il faut diminuer les dépenses. Ainsi, elle pourrait introduire un impôt personnel dû par tous les habitants. Alors aujourd'hui, à Coppet, il y a 3200 habitants. Si on n'augmente pas les impôts de 8 points, il va y avoir un trou de 3 200 000 francs. Ça veut donc dire qu'il faut taxer les habitants à 1 000 francs par habitant. Donc je vous ai donné les chiffres tout à l'heure de quelques centaines de francs. Et là, on va se retrouver avec les mêmes familles qui vont devoir payer. Alors vous me dites, mais non, mais ils ne vont pas payer. Oui, ben alors on va mettre la commune sous contrôle. On trouve l'argent ailleurs, c'est ce qu'on nous dit généralement. Oui, ça je ne sais pas où on la trouve, mais on va mettre la commune sera mise sous contrôle, on perdra le contrôle des choses, et le but du contrôle, c'est de revenir à une situation équilibrée financièrement. Donc, il n'y a pas de miracle, la hausse d'impôt, on l'aura. Alors, ou bien on l'a aujourd'hui, et elle est votée, et la commune continue à faire son travail et choses, ou elle n'est pas votée, et ça n'ira pas. Et j'aimerais m'adresser à tous les gens qui vont ne pas vouloir voter, parce que voter oui à une hausse d'impôt, c'est tuant, mais il faut le faire. C'est vraiment très important si vous aimez votre village et que vous voulez que ça continue. Voilà, le message est passé. À vous de jouer à la maison le 15 mai. Laurence Bory, Éric Charlot, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Excellente journée à vous deux. À bientôt. Merci. On passe au sport avec nos deux invités suivants. On s'intéresse évidemment au FC Stade Lyonnais. Vous les aurez peut-être reconnus puisque quelque part, c'est des personnalités. Et oui, Capo, vous êtes ultra, vous êtes membre actif de Virage Sud. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Bruno Eduardo Maria, vous êtes membre actif des stadistes. Alors, on va peut-être expliquer la différence d'ici quelques instants. Mais comment est-ce qu'on devient ultra du FC Stade ? Alors, il n'y a pas vraiment une vraie manière de devenir ultra. Déjà, si vous voulez devenir ultra du Stade Lyonnais, il faut venir avec nous et puis on vous acceptera dans le groupe parce que le but c'est de l'agrandir. Et pour revenir à la création du groupe, ça s'est passé parce que moi depuis tout petit j'allais voir les matchs, surtout les matchs de Coupe Suisse parce que c'était là où tout le monde allait. Et cette année il y a eu le déclic sur un match où ils jouaient contre Bâle M21 et j'étais dans les tribunes et j'ai remarqué qu'il n'y avait vraiment pas d'ambiance dans le stade parce que en face, on avait les stadistes qui étaient là avec les drapeaux et tout ça, mais il n'y avait pas de chant. Et du coup, ça m'a donné le déclic de créer le groupe, ramener quelques potes, et puis on a créé ça. Puis maintenant, on essaie de le développer et puis qu'il y ait de plus en plus de monde avec nous. Bruno, ça veut dire quoi que les stadistes ne sont pas de vrais supporters ? Non, pas du tout. C'est surtout, les stadistes, ça a été fondé en janvier 2017 par des expatriés. Et moi qui étais entraîneur à l'époque du mouvement junior. Mais c'est vrai que comme on a une grande majorité, si ce n'est moi l'exception peut-être de francophones dans le groupe des stadistes, c'est vrai que c'est pas aussi facile de les entraîner dans des champs, etc., malgré qu'on avait une ribambelle de chants dédiée spécialement pour les joueurs. Ouais, alors on aura peut-être une démo d'ici quelques instants, mais Capo, pourquoi avoir choisi le FC Stade Lyonnais ? Alors, le choix, il a été facile. C'est juste que déjà, c'est le club de la région. Et au moins, c'est facile d'aller supporter le club de la région parce qu'on est tous pas loin. Et puis aussi parce que mon père, il m'amenait toujours au match quand j'étais petit. Et puis, j'ai toujours apprécié cette équipe. Et là, j'ai vraiment voulu faire quelque chose pour les pousser à gagner. Et puis, espérer la montée en Challenge League cette année ou l'année prochaine. Ouais, ça c'est le gros enjeu. On va en revenir d'ici quelques instants sur cette saison, mais j'aimerais revenir sur l'actualité puisque le 23 avril dernier, en déplacement à Bellinzone, certains joueurs du FC Stade Lyonnais ont été victimes d'insultes racistes venant de supporters adverses. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors en effet, il y a eu des propos racistes et des cris qui ont été proférés à l'encontre des joueurs du Stade Lyonnais.
C'est entre autres pour ce motif-là qu'on a émis ce communiqué de presse commun aux supporters des stadistes ainsi qu'avec le Virage Sud pour dénoncer ces propos qui n'ont rien à faire ni dans un stade ni ailleurs dans une société comme la nôtre qui est civilisée. Ouais. Comment est-ce qu'on réagit justement du côté des ultras? Est-ce que là, on se laisse aller à l'émotion ou est-ce qu'il faut se contenir? Quelle a été votre réaction peut-être? Alors, la première réaction pour moi, c'était de la tristesse. Déjà, de voir que nos joueurs ils se fassent insulter comme ça. Et deuxièmement, il y avait aussi de la haine du fait qu'on puisse rien faire, sachant qu'on n'avait pas fait le déplacement à Bellinzona. Parce qu'on sait très bien que si on l'avait fait, déjà, ce ne serait pas passé pareil. On aurait sûrement été parlé aux gens qui ont fait ça. Alors que là, ceux qui ont fait ces actes de racisme, personne ne leur a rien dit parce qu'ils se croyaient tout puissants parce qu'ils étaient chez eux. Mais c'est clair que nous, on aurait voulu être là pour pouvoir en parler. Ouais. Alors, vous parliez tout à l'heure de cette saison. On va revenir plus globalement sur celle-ci. Nyon est 4e du classement. Vous pensez... Avant de vous demander ce que vous pensez, c'est vrai que si on revient sur les scores, c'est 16 victoires, 6 matchs nuls et 8 défaites. Comment vous analysez cette saison, Bruno? C'est une saison à l'image des saisons précédentes. On a toujours, depuis la saison, si je ne me trompe pas, 2015-2016, été dans le haut du classement, en tout cas dans la première moitié du classement de Première Ligue Promotion. Aujourd'hui, on arrive enfin à des playoffs qui peuvent nous permettre un accès en Challenge League. Donc nous, on est satisfait, en tout cas pour l'instant, du résultat. Ouais, on sait que l'objectif, évidemment, c'est de tout gagner. Les playoffs de Promotion League vont commencer samedi à Chiasso. Est-ce que là, du coup, on peut dire qu'enfin, ça justifierait le fait qu'il y ait enfin des ultras si on monte justement ensuite en grade? Ouais, c'est clair. Déjà, là, ça a été pratique de créer le groupe en Promotion League. Comme ça, pour l'instant, on a un petit groupe un peu comme les autres groupes d'ultra dans la Ligue. Et on sait que si on monte en Challenge League, le groupe il va s'agrandir. Et on n'aurait pas pu créer le groupe directement en Challenge League parce qu'on aurait été beaucoup trop faible comparé aux autres équipes. Mais là, du coup, la promotion, si elle vient cette année, ce serait bien, mais on serait encore un groupe assez faible. Mais si elle vient l'année prochaine, ce serait encore mieux, disons, pour notre groupe. Comme ça, on aurait eu le temps de se développer. Mais c'est clair que l'objectif, c'est de monter cette année. Ouais, Ça, on le souhaite en tout cas au FC Stade Lyonnais. On peut citer plusieurs dates. C'est vrai que samedi 7 mai à Casso, ensuite le 13 mai à Étoile Carouge et puis le 21 mai au Stade Lyonnais. Et puis là, on vous entendra. Capot, ça donne quoi par exemple? Vous voulez un chant tout de suite là? Un petit chant, un petit extrait pour se mettre dans l'ambiance. On peut faire un petit Un jour à l'improviste. Pour nous, clairement, c'est le meilleur chant. On fait Un jour à l'improviste, je suis tombé amoureux. Mon cœur s'est mis à battre pour le Stade Lyonnais. Allez, allez, allez. Ils nous ont chauffé la salle. Et puis voilà. Et on est parti. On sera avec vous. Donc bonne chance au FC Stade Lyonnais. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. On reste en rythme et cette fois-ci on passe à la danse. 2 spectacles en une soirée, 2 duos d'hommes, 2 chorégraphies, 2 propos, 2 mondes. L'un revisite la danse traditionnelle hongroise, l'autre voyage parmi les genres musicaux. À vivre tout ça à l'usine à gaz les 5 et 6 mai. On s'intéresse à un spectacle, ça s'appelle Créature, extrait en images.
Rendez-vous les 5 et 6 mai à l'usine à gaz pour découvrir Viva ces créatures qu'on vient de voir à l'écran. Gabor Varga, bonjour. Vous êtes le chorégraphe et créateur de Créatures. Alors, une danse, vous réinterprétez non seulement les traditions de la danse hongroise, vous mélangez tout ça avec du contemporain et ça donne les images qu'on vient de voir. Mais qu'est-ce que vous vouliez dire de la tradition hongroise avec cette danse ? Alors, tout à fait, vous avez raison. On mélange les deux genres, on crée une espèce de folklore qu'on aime bien l'appeler, avec Joseph, le co-chorégraphe, Joseph Treffelli, le co-chorégraphe de cette pièce. Ce que nous voulons faire avec ce genre de création, c'est de créer des liens entre des générations. Parce qu'il y a une certaine génération qui apprécie plus les danses traditionnelles, tout ce qui est la tradition, et une certaine autre génération qui est plutôt dans ce qui se passe aujourd'hui, dans le contemporain. Et puis nous, on est issus de ces deux pôles. Tous les deux, on a appris la danse traditionnelle quand on était petits, on le pratique tous les jours. La danse traditionnelle hongroise ? La danse traditionnelle hongroise, oui. On les pratique toujours. On a un groupe qui a des répétitions tous les mardis à Genève. Et du coup, on a voulu transposer certaines des valeurs de la tradition dans le monde contemporain. Ouais, quand on voit justement ces habits, ce fouet, qu'est-ce que ça dit de la tradition hongroise ? Ça peut faire peur. Hein. Oui, effectivement, ça peut faire peur. Mais en fait, pour cette création, on a voulu utiliser les accessoires qui sont présents dans la tradition. Après, ces accessoires sont souvent liés à des métiers comme les bâtons, les fouets. Ce sont des accessoires des bergers. Mais on ne les voit plus aujourd'hui dans la société. Du coup, on a voulu surprendre les spectateurs, les spectatrices, en les présentant ces objets et puis voir ce que ça fait d'avoir un son aussi fort. On sait que c'est fort, mais quand on utilise le fouet, c'est vraiment très fort. Ouais, on voit dans la mise en scène aussi, il y a un cercle tout autour de vous, c'est-à-dire que le public, j'imagine, est invité à s'asseoir autour. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça crée comme échange entre les danseurs et le public ? Oui, l'une des spécificités des danses traditionnelles, c'est qu'elles créent des communautés instantanées. Du coup, souvent, on danse où ça nous chante, où on veut. Et on voulait mettre cette danse au milieu du public. Comme ça, tout le monde peut participer à ce rituel inventé devant eux. Mais est-ce qu'ils peuvent danser avec vous ? S'ils veulent, après. Souvent, les gens sont très, très avec nous au début. Et puis, avec les bâtons et les fouets, ils prennent un peu de distance. Mais effectivement, on a déjà fait danser plusieurs personnes, des vieux, des jeunes, des enfants qui dansent avec nous. Puis l'autre aspect très intéressant de ça, c'est qu'en tant que spectateur, spectatrice, on peut observer aussi l'effet de cette chorégraphie sur les autres. Du coup, les autres spectateurs font partie de la scénographie. Ouais. Pour terminer, est-ce que dans la danse traditionnelle hongroise, et pour faire ce lien avec cette danse contemporaine, est-ce qu'il y a peut-être des mouvements qui aujourd'hui sont interdits ? Pas en Europe, non. Pas en Europe. Par contre, la pièce a été dansée en Iran, par exemple, où la danse est interdite tout court. On ne peut pas danser. Mais on avait des super partenaires qui ont organisé des événements underground où le message est passé par des réseaux sociaux. Retrouvez-nous dans une demi-heure à tel et tel endroit. Donc on a pu quand même faire ça. Ouais. Gabor Varga, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On vous retrouve donc sur scène les 5 et 6 mai à l'usine à gaz. Très belle journée à vous. Merci à vous. La quotidienne, c'est terminé pour aujourd'hui. Un plaisir d'avoir été avec vous. On se retrouve demain, non pas sur le plateau, mais en direct depuis le conseil communal de Gland. Deux choix, soit vous allez sur notre page Facebook, Nyon Région Télévision, soit sur le site de la ville de Gland, ou alors vous branchez votre télé avec votre zapette. À demain.